Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons ce matin donc pour une audition. Dans le cadre des travaux des 2 missions d'information. Le Sénat a donc décidé de la constitution d'une commission d'enquête. Il me paraissait extrêmement important de vous entendre dans le cadre de nos travaux, justement. Merci d'être devant nous aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois que notre commission, je dirais même plusieurs années, se préoccupe de la question. Je vous cède à présent la parole pour un propos liminaire. Si vous le souhaitez, sur le premier sujet, je la céderai ensuite à nos rapporteurs pour ces missions d'information, puis à nos collègues. Alors que les médias en ligne sont en pleine effervescence, la distinction entre information, communication, opinion et divertissement est de moins en moins claire, ce qui modifie les conditions du débat public et de la démocratie. Dans ce contexte, une mission d'information intitulée Les zones grises de l'information a été créée. Présidée par Laurent Lafont avec pour rapporteurs Agnès Evrin et Sylvie Robert, elle cherche à déterminer comment est organisée et régulée la diffusion de l'espace numérique. Pour ce faire, elle a auditionné Giuliano D'Ampoli, auteur de livres tels que Les ingénieurs du chaos ou encore Le mage du Kremlin, conseiller politique et professeur à Sciences Po Paris. Dans cette audition, les questions sont nombreuses. Quelle réponse apporter au phénomène de désinformation et de polarisation lié à la consommation accrue de ces médias, et comment appréhender les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui décuplent les possibilités de manipulation de l'opinion publique à l'horizon des élections présidentielles de 2027. Un podcast de la série Entendu au Sénat. Merci avant tout de me recevoir. C'est un grand honneur pour moi. Je pense que le travail que vous menez est essentiel. Et alors, j'espère pouvoir y contribuer de façon utile, mais en partant de l'idée que je ne suis pas un spécialiste de ces questions. En réalité, moi, j'atterris sur la question de ces zones grises de l'information et du numérique à peu près il y a une dizaine d'années, quand on assiste en Italie effectivement à la montée d'une force politique qu'on n'attendait pas, qui s'appelait le mouvement 5 étoiles, et qui est le premier vrai parti entièrement numérique, qui a des modalités de fonctionnement très très particulières et qui se développe en dehors de tout, d'ailleurs en dehors des réseaux des médias traditionnels, et qui surgit simplement de l'espace numérique. Et moi, en tant que politologue et que praticien, je commence à m'intéresser donc à la question des effets politiques de l'espace numérique. Je publie un livre qui s'appelle, en italien, qui s'appelle La rabbia e l'algorithme, donc la rage et l'algorithme, qui résume déjà un peu, en réalité, la thèse que je développerai ensuite dans Les ingénieurs du chaos de façon plus large, c'est-à-dire que les algorithmes, notamment les algorithmes des réseaux sociaux, permettent effectivement d'exploiter et de développer le matériel ordinaire de la politique qui est la colère, qui n'est certainement pas un phénomène nouveau en politique, mais que ces réseaux et ces mécanismes permettent de se rapporter et même d'instrumentaliser et de manipuler ces sentiments de façon différente par rapport au passé. Donc, je publie ensuite Les ingénieurs du chaos qui parlent de ça. Et pour faire très court, en réalité, l'évolution que je mesure depuis cette époque-là, parce que ça date déjà de 2019, c'était écrit un peu avant, donc ça commence déjà à faire un peu date, c'est que je pense que ce phénomène-là a pris énormément d'ampleur et qu'il s'est passé autre chose, dont je ne sais pas si c'est l'objet de votre enquête, mais ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que tous ces phénomènes-là sont passés d'un stade implicite et non maîtrisé à un stade explicite et parfaitement maîtrisé. C'est-à-dire qu'au départ, tous ces effets de polarisation, de poussée de discours de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents, de plus en plus polarisants et tout, n'est pas le produit d'un projet politique. C'est l'effet collatéral d'un modèle de business non régulé.
Et donc, vous en parliez dans votre introduction, puisque ces débats-là et notre espace public et notre débat politique se déplacent de plus en plus sur le numérique, puisque le numérique est effectivement, disons, apanage de ces grandes plateformes. Ces grandes plateformes, elles n'ont pas, a priori, un projet politique. Ce sont des machines publicitaires. Bon, on ne va peut-être pas se répéter toutes les histoires que vous connaissez évidemment très bien. Donc au départ, en réalité, ce phénomène auquel on commence quand même à assister de façon très très massive à partir des années 2010, un peu partout, qui est cette forme d'hystérisation du débat public, tout ce qu'on connaît, de segmentation, de ce que j'ai appelé effet centrifuge, disons, véritablement cet effet centrifuge très puissant. Au départ, c'est l'effet collatéral d'un modèle publicitaire et de business des plateformes qui est fondé sur l'engagement, sur la segmentation, etc., et qui donc produit dans la sphère du débat public et du débat politique ces effets qui ne sont pas forcément voulus, mais qui se produisent. Et qui surprennent beaucoup les propriétaires des plateformes eux-mêmes. Parce qu'on a des livres, vous êtes peut-être tombé sur le livre remarquable, vous l'avez sûrement déjà vu, mais si vous ne l'avez pas vu, j'invite les membres de la commission qui ne l'auraient pas lu à lire le livre de Sarah Wynne Williams qui s'appelle en français peut-être Une mauvaise compagnie ou des mauvaises fréquentations, quelque chose comme ça. Bon, qui elle est la directrice des affaires publiques, donc des relations avec les institutions de Facebook d'abord, de Meta ensuite, pendant 10 ans. Et elle raconte toute cette histoire de façon extraordinaire. Je pense que ce livre-là devrait avoir, si nous étions dans un système qui fonctionne véritablement, aurait dû provoquer des explosions politiques dans beaucoup de pays. Elle ne parle pas spécifiquement de la France, à mon avis, mais il y a quand même des choses accablantes par rapport à l'Irlande et à d'autres pays. Et elle raconte la découverte de la part, dans son cas, de Mark Zuckerberg, donc du fondateur et propriétaire de Meta, de son pouvoir politique. C'est-à-dire que au départ, quand on lui explique, et quand la politique monte autour du fait que Facebook aurait permis de la première élection de Trump en 2016, lui-même n'y croit pas. Parce que lui-même n'est pas du tout dans cette logique-là. D'ailleurs, il est personnellement plutôt engagé de l'autre côté. Donc, et ensuite, les ingénieurs lui expliquent comment ça marche. Et c'est là, pour moi, ce moment-là, qui est, encore une fois, simplement parce qu'on peut le dater assez facilement, est le moment où on bascule d'un effet implicite, simplement d'un effet collatéral à une prise de conscience d'un nouveau pouvoir, d'un vrai pouvoir qui devient un pouvoir d'influence, un pouvoir politique, un pouvoir, et d'ailleurs, elle le raconte très bien dans le livre, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que la relation, et même la relation de pouvoir entre les plateformes et les institutions et les hommes et les femmes qui représentent ces institutions, malheureusement, basculent. Et ce sont plutôt ces hommes et ces femmes qui vont, plus ou moins sous des formes ou d'autres, se mettre au service des plateformes plutôt que le contraire. Bon, je ne vais pas trop parler de son livre parce que je suis peut-être plus ici, malgré tout, pour partir des miens. Mais voilà, donc moi j'ai suivi un peu toute cette évolution-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même énormément d'éléments qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je préférais peut-être répondre à vos questions plutôt que de continuer moi-même à déblatérer. Mais oui, bon, c'est un peu le cadre général.
Merci beaucoup. C'est déjà très, très éclairant et on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, vous avez parfaitement bien détaillé justement toutes les relations de pouvoir entre ces plateformes et les institutions. Et c'est vrai que on a, d'ailleurs, c'est dans les ingénieurs du chaos que vous le décrivez parfaitement bien, plusieurs exemples étrangers de captation de ces médias au profit notamment de courants populistes, particulièrement actifs dans la sphère numérique, l'Italie, la Hongrie. Vous avez parlé à l'instant de Trump. Est-ce que vous observez ce même phénomène en France et quels peuvent être les garde-fous? La France, de ce point de vue-là, je pense que l'espace politique en général s'est considérablement globalisé, c'est-à-dire que sous l'effet de ce basculement dans le numérique, de l'espace public, de la conversation publique, du débat et de tout ça, en réalité, des espaces politiques qui sont à l'origine très différents entre eux, partout dans le monde, puisqu'ils basculent dans un espace qui a les mêmes logiques, qui fonctionne de la même façon, qui est contrôlé par les mêmes acteurs partout, que ce soit en France comme en Corée du Sud, en Argentine ou au Brésil, ce qui est, de mon point de vue de comparatiste, hein, parce que c'est quand même plutôt de la politique comparée que j'essaie de faire, je trouve que c'est assez fascinant de voir comme on bascule de systèmes et de débats politiques qui sont très distincts entre eux, parce qu'ils ont des histoires, des thématiques, des problèmes, des dynamiques qui sont très très différentes entre elles, à des débats politiques, des sphères politiques qui se ressemblent de plus en plus parce qu'elles sont toutes liées, voilà, à un peu aux mêmes dynamiques qui sont portées par le numérique. Et donc, la France n'échappe pas à ça, forcément. La France, comme la France a ses spécificités qui restent, évidemment, à tous les niveaux, mais elle n'échappe bien évidemment pas à la tendance générale qui est celle, pour moi, l'autre étant italien, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans mon dernier livre, j'ai essayé de développer un peu cette image et ce parallèle avec le début du XVIe siècle en Italie, c'est-à-dire avec une période dans laquelle les petits États très civilisés de la Renaissance sont balayés par une invasion qui arrive d'ailleurs de France, mais c'est frappant d'ailleurs de lire les comptes rendus de Machiavel à la cour du roi de France qui essaye de se faire entendre et auquel on répond exactement de la façon dont on répond aujourd'hui aux Européens à la cour de la Maison-Blanche. Hein, mais bon, ça ne nous concerne pas ici. Mais surtout, ces États, à l'époque, ils sont balayés par une révolution technologique qui est l'invention de l'artillerie lourde et dans l'histoire qui permet donc d'abattre les murs qui protégeaient les villes et les petits États italiens de l'époque. Et dans l'histoire militaire, à chaque fois que vous avez une technologie offensive qui se développe beaucoup plus rapidement que la technologie défensive, évidemment, ce sont des phases où l'agression et l'offensive sont récompensées. Je pense que dans le numérique, on est exactement dans la même chose, c'est-à-dire qu'on a une technologie qui permet virtuellement, on ne parle pas évidemment de cyberattaque, ce n'est pas l'objet de ce dont on discute, mais dans la sphère publique, vous avez aujourd'hui une technologie et un écosystème qui récompense l'agression, qui récompense l'extrême, pour laquelle, disons, le coût d'une attaque est très très bas. Par rapport à ça, se défendre pour n'importe quel acteur est très très difficile, d'autant plus qu'en termes de normes, voilà, il y a malheureusement très peu d'instruments. Et donc, c'est simplement un écosystème qui finit par récompenser les comportements les plus agressifs à tous les niveaux. D'ailleurs, dans toutes les auditions qu'on a faites, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, en général, les algorithmes portent
toutes les positions qui sont outrancières, engagées. C'est l'économie du clash. Oui. Et c'est là où ça fait référence à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la rationalité. C'est-à-dire c'est l'émotion, c'est la captation de l'attention par l'émotion, le clash et ces positions totalement tranchées, agressives. Alors comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour remettre un peu du sens à un moment où on est quand même dans une période d'instabilité et de chaos? Écoutez, le point de départ, à mon avis, c'est de se dire que il ne faut pas croire au discours qui a quand même été le discours dominant sur tous ces sujets-là depuis le départ. Donc, depuis, du moins en ce qui concerne le public, depuis la fin des années 90, le premier essor d'Internet, bon, la rhétorique a quand même été celle de dire que on ne peut rien faire, ça marche comme ça, c'est la nature même de la technologie qui impose ça. D'ailleurs, les politiques n'y comprennent rien, donc ce serait bien qu'ils restent en dehors de ça. Et que c'est à prendre ou à laisser. Évidemment, on ne peut pas laisser parce que c'est le futur, et donc il faut prendre ça tel quel. En réalité, la technologie, ça ne marche pas comme ça. N'importe quel historien, là aussi, nous l'explique. Technologie, c'est des opportunités, c'est des contraintes, mais après, les effets concrets, économiques, sociaux, politiques d'une technologie, ils changent selon la façon dont on décide de l'adopter, de la développer. Prenez encore une fois le début du XVIe siècle, l'imprimerie, c'est la même technologie, elle produit des effets complètement différents dans la Chine des mandarins, dans l'Europe de la Réforme, et dans le monde musulman des califats. Et c'est la même technologie. Et donc, ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, le point de départ, à mon avis, c'est d'être convaincu, et je sais que vous l'êtes, que, voilà, on peut, ce n'est pas quelque chose ces mécanismes-là dont vous parlez, le fait que les algorithmes ne sont que construits sur la maximisation de l'engagement. À la fin, c'est simplement l'engagement qui est la métrique de base de tous ces algorithmes-là. Voilà, donc c'est combien de temps je vais retenir l'attention de l'usager et combien de données sur lui ou elle je vais pouvoir capter en l'excitant et en le ou la poussant à réagir à ce qu'il voit ou ce qu'elle voit. Bon. Ça, c'est pas la technologie qui l'impose. Ça, c'est le modèle de business non régulé qui permet de faire ça. Ce n'est pas du tout une fatalité. Alors évidemment, aujourd'hui, le niveau de puissance de tout ça est considérable, mais cet effet centrifuge, je pense que, bon, la segmentation croissante et l'individualisation des messages et du public, ça fait partie de la technologie. Donc, franchement, je pense qu'on n'y échappera pas. On peut réguler, on peut limiter, mais d'autres choses, c'est-à-dire cet effet de brutalisation du débat public systématique, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Vous regardez, il y a des sociétés et des pays qui considèrent, y compris des démocraties, qui considèrent que c'est un enjeu vital pour eux de continuer à avoir une sphère publique qui permet de produire du consensus, des décisions et de la gouvernance partagée et démocratique, dont l'exemple le plus intéressant est celui de Taïwan, très, très largement, je pense, parce qu'en plus, ils sont dans une position particulière. C'est une très jeune démocratie qui fait face à une très puissante autocratie qui investit énormément d'énergie pour les déstabiliser et pour les mettre en difficulté. Eh bien, je pense que probablement pour cette raison, ayant en plus un secteur technologique très, très développé, Taïwan est la pointe la plus avancée de la réflexion et de la régulation en matière d'algorithmes aujourd'hui, d'intelligence artificielle et tout ça, dans la perspective d'essayer de produire du commun et pas forcément d'être abandonné à une sphère publique qui se paralyse complètement dans le clash des extrêmes. C'est un exemple, il y en a d'autres. Je pense que
le point de départ pour nous, Européens, est un peu plus simple que celui des autres, pour une très simple raison, qui est le fait qu'on a déjà des lois. D'ailleurs, j'aime pas l'appeler la régulation. Moi, j'appelle ça des lois parce que, au fond, la question, c'est ça. Et qui est soumis à la loi et qui ne l'est pas. Et bon, comment s'exerce le pouvoir, avec quelles limites, quelles responsabilités et tout. Bon, je pense que les lois que nous avons au niveau européen ne sont pas parfaites, mais elles sont quand même le fruit d'un processus et d'une réflexion qui a été très structuré. Et donc, le point de départ, pour moi, c'est toujours de commencer par appliquer les lois européennes qui ne sont pas appliquées en la matière. Moi, je commencerai par ça. Ce serait déjà pas mal. Ensuite, on peut discuter de tout le reste. Mais si on commençait par appliquer les lois européennes, ce serait déjà bien. Justement, je voulais vous interroger sur, si on reprend votre exemple des armes offensives, des armes défensives face aux armes offensives, bon, vous parlez des lois européennes qu'on a évidemment étudiées avec attention. Et dans les lois européennes, il y a quelque chose qui revient de manière assez forte, c'est la question de la modération, qui est vraiment posée comme un outil juridique qui doit être mis en œuvre dans un processus de responsabilisation par les plateformes, qui doit être mis en œuvre par les plateformes elles-mêmes. Quand on regarde, sans citer de plateformes d'ailleurs, parce qu'elles sont pratiquement tous au même plan sur cet aspect-là, la modération, elle est quasiment inexistante. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à imposer ces lois à ces acteurs? C'est devenu une question de pouvoir. C'est ce dont je vous parlais au départ. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une logique dans laquelle enfin, je pense qu'aujourd'hui, un bloc de pouvoir s'est formé de façon très très explicite entre ces plateformes et tous les acteurs politiques, et, y compris à l'intérieur des institutions et de certaines institutions au niveau international très très, très puissantes, qui veulent empêcher cette régulation. Et ce bloc de pouvoir aujourd'hui est plus fort que celui qui voudrait imposer la règle. Et donc, même si on est parvenu quand même à voter des lois au Parlement européen, eh bien, nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes extraordinairement timides dans leur application. Je peux être aussi explicite que vous le voulez. Hein. En plus, j'ai juré, donc, mais j'ai pas non plus de scoop à vous donner. C'est pas mon métier. Mais par contre, je pense que c'est quand même très 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 clair. On a permis à ces pouvoirs de se développer de façon extraordinaire. Aujourd'hui, ce sont des pouvoirs pour imaginer de pouvoir leur imposer une gouvernance. Et en réalité, le véritable point d'achoppement, c'est quand même de se dire que ces plateformes ne sont pas que des médias, mais ce sont aussi des médias. Elles sont plus que des médias pour toute une série de raisons. Mais entre autres, il s'agit aussi de médias. Et le fait que les choix soient faits par des algorithmes plutôt que des personnes physiques n'empêche pas, eux, d'un point de vue même rhétorique, ils ne veulent pas de modération, au-delà des coûts et au-delà de ce que ça implique, mais parce que, de leur point de vue, toute modération implique reconnaissance de leur part, de leur nature de médias. Et donc, il y a, au-delà de la question économique de la modération, de ce que ça leur coûte, etc., il y a une question philosophique qui est que toutes ces plateformes, évidemment, tout le modèle est basé sur le fait de ne pas être classifié comme médias. Parce que s'il s'agit de médias, alors il y a une très très longue jurisprudence qui va avec. Donc, le sujet de la modération, c'est pas un sujet... Enfin, bon, je pense qu'ils sont contents d'épargner, éventuellement de pouvoir épargner quelques millions sur les modérateurs. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit la question cruciale. Je pense que la question cruciale, c'est comment
on définit ces plateformes. Est-ce que c'est des médias ou pas? Est-ce qu'elles ont des responsabilités par rapport au contenu qu'elles véhiculent ou pas? Et là, évidemment, c'est un affrontement titanesque qui, aux États-Unis, quand même a été à plusieurs reprises quand même réglé dans le sens de dire qu'il ne s'agit pas de médias. Et chez nous, on est un peu dans la zone grise, justement. Parce que, pardon, Vas-y. la difficulté, c'est qu'on sait en fait qu'une fausse information, elle a 70% de plus de probabilité d'être partagée sur les réseaux sociaux parce que justement elle est clivante. Et quand on sait que 70% aujourd'hui des jeunes s'informent sur les réseaux, c'est ça, vous voyez, notre zone grise, c'est comment faire en sorte que les informations qui sont partagées soient de qualité, ne soient pas de la mésinformation. Vous voyez, et c'est l'économie du clash qui fait que c'est partagé très rapidement parce que c'est l'émotion, parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale idéologique, parce qu'on n'est pas dans la nuance, on n'est pas dans la réflexion, c'est clac et c'est le buzz, c'est la seconde du buzz, quoi. Donc c'est ça, moi, qui m'inquiète profondément, en fait, vis-à-vis des jeunes aujourd'hui, quand on leur transmet une fausse information, une information trop simplifiée, et qu'en fait, elle soit à ce point-là partagée et fausse. Oui, mais vous savez, je partage, et bien évidemment, bon, je pense que, encore une fois, c'est le nerf de la guerre de la politique. Il y avait un politologue allemand qui disait, dans les années 50, je pense que la politique, c'est l'arsenalisation des préjugés. Et que, donc, voilà, ou la mobilisation des préjugés. Donc, cette dynamique-là, évidemment, elle appartient de tout temps au débat politique aussi. Alors, comment faire que nous n'ayons pas une machine extraordinairement puissante qui renforce tous ces mécanismes au lieu, comme ça a été au fond le cas on a réussi mais c'est une préoccupation qu'on a eue avec d'autres médias avant aussi, non? La radio au départ, l'objectif de Goebbels, c'était de mettre une radio dans la maison, dans chaque foyer allemand. Parce que l'idée, c'était, vous allez avoir la voix du maître qui va vous dire ce que vous devez penser. Et c'est évidemment un instrument à la base qui est extraordinairement puissant pour imposer un totalitarisme, enfin n'importe quel, y compris basé sur des fausses informations, etc. D'ailleurs, aujourd'hui encore, et vous le savez sûrement mieux que moi, les textes de Hannah Arendt sur le fonctionnement de l'information dans les régimes totalitaires est parfaitement applicable aux plateformes et à un certain nombre de dynamiques qu'on observe sur les plateformes. Donc tout ça n'est pas nouveau. Par contre, effectivement, moi, alors je ne suis pas un expert technique, donc je ne vais pas pouvoir vous dire quelles sont les solutions techniques, mais ce dont je me suis convaincu en creusant un peu la question, c'est que le problème, ce ne sont pas les solutions techniques. Les solutions techniques existent. Il y en a, vous avez des experts, vous pouvez sûrement en auditionner certains. Il y a d'ailleurs une conférence remarquable qui s'est tenue il y a quelques années en France, à laquelle je n'ai pas participé, mais j'en ai vu les actes. Comment ça s'appelait? Est-ce que ça s'appelait les États généraux de l'information, quelque chose, je ne sais pas. Et les actes de cette conférence, les groupes de travail qui ont travaillé sur le pluralisme des algorithmes, sur toute une série de sujets assez pointus, encore une fois, face au profane absolu que je suis moi, ça me semble, là aussi, avec les Taïwanais, avec ce qui a été fait au niveau européen, etc., je pense que la réflexion, y compris sur les arguments, sur les instruments techniques, elle est bien avancée et elle nous permet d'échapper, de sortir totalement de ce débat par rapport à la censure et par rapport, voilà, parce qu'évidemment qu'il faut trouver des mécanismes qui permettent en réalité, sauf dans les cas les plus extrêmes, de ne pas intervenir sur le contenu, mais sur l'architecture de la plateforme et sur son modèle, et non pas sur une opinion plutôt qu'une autre. Parce que là, mais tout ça existe. Il s'agit, je pense que si j'étais vous,
une partie du travail que je ferai, et je serais intéressé par le résultat, ce serait de trouver, de bien classer les instruments qui sont possibles et qui existent. Mais après, le vrai combat est un combat politique, parce qu'aujourd'hui... Justement, je voudrais revenir un petit peu là, sur cette question de rapport de force que vous avez évoqué tout à l'heure. Bon, on voit bien aux États-Unis le rapprochement entre les acteurs économiques, ces entreprises, et puis le pouvoir politique de manière très évidente sous Trump, avec notamment leur présence aux uns et aux autres lors de la cérémonie d'investiture, lors du deuxième mandat de Donald Trump. En Europe, c'est plus confus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais c'est plus confus. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a un rapprochement entre certaines forces politiques et ces acteurs? Ils sont plus défendus par certaines forces politiques ou certains pays, ce n'est pas forcément des forces politiques. Est-ce que ces rapports de force en Europe, vous les qualifieriez comment? Oui, je pense que c'est moins visible et probablement qu'il y a en ce moment un peu moins de matière au niveau européen, mais la tendance est la même. Mais simplement parce que la convergence entre ce que j'ai appelé moi les ingénieurs du chaos, c'est-à-dire des sujets politiques, que ce soit des conseillers ou même des leaders qui surfent sur les algorithmes, justement avec une stratégie de communication quand même assez différente par rapport au passé, parce qu'ils arrivent à maximiser la puissance chaotique de ces algorithmes. Donc des acteurs politiques et les propriétaires et les acteurs du numérique, cette convergence-là, elle est naturelle, parce que en réalité, la logique des ingénieurs du chaos maximise le potentiel au fond des plateformes et l'utilise à son meilleur, de la façon la plus efficace. Et donc, si vous voulez, c'est même... il y a même une logique économique qui pousse, qui encourage ça. Et de l'autre côté, évidemment, les plateformes qui ne veulent pas être gouvernées ou limitées dans leur pouvoir, elles ont quand même tout à fait intérêt à avoir comme interlocuteur dans les institutions, si possible, des sujets qui sont sur cette ligne-là. Donc, alors, c'est un rêve lointain, c'est pas en Europe. Les plateformes jusqu'ici ont quand même plutôt dû composer avec des institutions qui ne sont pas aux mains d'ingénieurs du chaos, sauf exception. Mais oui, ça n'empêche pas, je pense, une forme de convergence. Si, l'année prochaine, en France, il y aura les élections présidentielles et législatives. On a eu plusieurs échanges avec les autorités françaises en charge d'identifier et de lutter contre les phénomènes de désinformation et de manipulation de l'information, et notamment en période de processus électoraux. Alors, la réponse, en la synthétisant un peu, peut-être en la schématisant un peu, mais enfin, c'est pas loin d'être ça quand même, c'est de dire qu'il y a des outils d'identification, comme vous le dites, les outils ne manquent pas d'identification des manipulations. En revanche, à un moment, il y a forcément un dialogue avec les plateformes elles-mêmes, pour les responsabiliser et faire en sorte qu'ils soient aussi acteurs de ce phénomène de lutte contre la manipulation. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire confiance justement dans une phase aussi, j'allais dire, critique par rapport à un choix entre des forces politiques plus ou moins sensibles aux plateformes? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces plateformes pour vraiment jouer le jeu de l'esprit démocratique, enfin du processus électoral? Évidemment pas. Évidemment pas. C'est un rapport de pouvoir.
Il ne s'agit pas de leur faire confiance, parce qu'on ne peut vraiment pas leur faire confiance, et en plus, c'est pas comme ça que ça marche, enfin, non, je veux dire. C'est un rapport de pouvoir, il faut, de façon crédible, pouvoir leur imposer des obligations. Si on est capable de faire ça, on peut espérer que ces obligations soient tenues, et sinon, elles ne le seront pas. On cite souvent dans cette même salle, à différentes auditions, on prend l'exemple d'un phénomène de manipulation entre les deux tours de l'élection présidentielle, dans l'espace de 15 jours, avec la capacité à la fois de réagir juridiquement, mais aussi la capacité d'acceptation de l'opinion publique, qui a un phénomène de manipulation qui vient de se produire et qui peut avoir une influence sur la décision finale, la décision électorale. C'est vrai qu'on sent un certain embarras quand on pose cette question aux responsables. Oui, vous savez, moi, ce que je trouve difficile, puisqu'il s'agit, à mon avis, d'un combat politique, et donc il faut quand même regarder quels sont les cadres qu'on pose. Je pense que c'est le cas pour les médias aussi, d'ailleurs. Dès qu'un sujet politique, un représentant des institutions ou d'un parti, ou même d'un média traditionnel, mainstream, dès que ce sujet-là pose la question de la manipulation, de la désinformation, de ce dont on parle, immédiatement, il peut être accusé, parfois à raison d'ailleurs, de vouloir se protéger. De vouloir se protéger, de vouloir protéger son propre pouvoir, de ses propres opinions, Et c'est là, je trouve, que se pose la question la plus délicate. Parce que tant que vous êtes dans une revendication de vouloir combattre la manipulation, la désinformation, etc., vous partez en tant qu'institution, que représentant de quelque chose, etc., déjà avec un a priori, par rapport à une partie, mais une partie quand même importante du public, de l'opinion publique, avec un a priori qui va être négatif parce qu'on va vous reprocher, et c'est d'ailleurs parfois le cas, parce qu'il y a des excès qui vont dans ce sens. Parce qu'il faut quand même distinguer entre la différence des opinions et la manipulation. Enfin, on le voit quand même parfois. C'est facile d'accuser l'autre de faire de la propagande. Enfin, on est tous dans notre bulle. Chacun d'entre nous, ça doit être quand même un peu le point de départ de toute discussion sur ce sujet. Je pense, doit être la conscience que nous y sommes tous, sous une forme ou sous une autre. Et que même ceux, moi je m'en aperçois pour moi-même, que même ceux qui, au fond, s'occupent un peu de ça, qui essayent de réfléchir et qui essayent donc, même au niveau personnel, d'y échapper, en réalité, on y est. Donc, il faut déjà partir de l'argument tu es dans ta bulle, tu es manipulé, et moi je vais être le sujet qui empêche que toi tu sois dans ta bulle manipulé. Déjà c'est très mal parti. C'est très 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 mal. Donc il faut trouver, même en termes d'argumentaire, il faut trouver une façon, c'est difficile, mais d'approcher la question de façon différente. C'est pour ça que moi je suis assez favorable à ces questions par rapport aux adolescents, par exemple, à l'interdiction des réseaux et de tout ça. Je trouve que c'est une assez bonne approche parce que dans l'idéal, dans un monde idéal, ce ne serait pas une bonne approche parce qu'évidemment, il faudrait pouvoir imposer à ces plateformes toute une série d'obligations qui les rendraient beaucoup moins toxiques pour tout le monde, y compris pour les adolescents. Et donc, la question ne serait plus d'empêcher aux moins de 14 d'aller sur ces plateformes. Mais, puisque nous ne sommes pas dans un monde idéal, je pense que partir de ça, pour dire attention, et ça c'est quelque chose qui nous concerne tous, attention, ces plateformes-là, voilà,
elles ont des enjeux et elles fonctionnent d'une façon telle qui, par exemple, monétise l'anxiété de vos enfants. Hein, et qui donc va vendre le moment d'hésitation et d'anxiété de votre fils ou de votre fille qui poste un selfie et qui le retire après quelques secondes. C'est un moment de malaise. Et ce moment-là, le modèle de la plateforme est conçu pour le monétiser immédiatement en le vendant à des boîtes qui produisent des cosmétiques, des régimes amincissants, etc. Alors ça, c'est un argument dévastateur. Parce que je pense que n'importe qui, hein, vous pouvez avoir n'importe quel genre d'opinion politique, je pense que ceux qui vont être d'accord avec ça, il y en a très peu. Hein. Et je pense qu'on trouve tous que c'est quelque... Et d'exemples de ce type, il y en a pour les jeunes comme pour les adultes. Des millions. C'est un exemple entre un million d'exemples qu'on peut faire. Alors moi, je préfère l'idée en termes de présentation de la chose, de partir de ça plutôt que la façon dont souvent dans le débat politique la question est posée, et j'en suis en partie moi-même, si vous voulez, co-responsable, bon, de façon très, très, très mineure, mais voilà, accuser les autres d'être des ingénieurs du chaos, de faire rien. Bon, alors on rentre dans quelque chose qui tout de suite, là aussi, devient du clash. Et donc l'approche à suivre, moi j'ai pas de réponse, hein, mais quelques questions. Adelzia. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour les éléments de réflexion que vous nous apportez. Moi, je suis venu avec l'ordre des prédateurs, en fait, et ça tombe bien parce que c'est le dernier épisode. Oui, voilà, il est super. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ça tombait bien parce que j'étais tombé sur un passage et je pense que c'est en lien aussi avec le travail de notre président et de nos rapporteurs. Vous aviez dit, pour que le miracle du pouvoir se produise, il ne suffit pas d'une action résolue. Il faut aussi aujourd'hui qu'il s'agisse d'un acte irréfléchi, car sinon, ça n'aurait pas de valeur et ça répondrait simplement à la nécessité. Je dis ça parce que c'est tout ce qui est en train d'être discuté. C'est aujourd'hui cette ère d'incertitude que les pouvoirs politiques et économiques essaient de construire. Et moi, j'avais 3 questions très précises. Vous disiez assez régulièrement, on est entré dans une ère où le pouvoir politique n'est plus dans une logique de rationalité parfois. On le voit avec les États-Unis, on le voit avec ce qui se passe dans un certain nombre de gouvernements autoritaires, mais de créer de l'incertitude à travers des actions qui ne sont pas raisonnables ou rationnelles, mais irréfléchies, qui fait que le commun des mortels se trouve en fait face à une forme de sidération. Je crois que vous utilisez le mot sidération à un moment, qui nous laisse désabusés, pantois et en difficulté pour agir. Et moi, mes questions, elles étaient assez précises parce que parallèlement, la sénatrice Agnès Van Lessen, nous faisons un rapport sur femmes et jeux vidéo actuellement. Et nous avons rencontré beaucoup de plateformes, justement, avec ces informations qui circulent, la création de désinformation. Et vous avez parlé de solutions techniques qui existent. J'entends aussi les états généraux de l'information qu'il s'agirait peut-être de réactiver d'une manière ou d'une autre de la part de notre gouvernement. Mais donc, est-ce que vous préconisez, vous, de votre côté, c'est ma première question, des solutions éthiques, morales et donc politiques? Et si on rentre dans les aspects plus ou moins techniques, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quand on a des opérations d'influence, elles viennent saper la confiance de l'opinion publique, elles viennent mettre en place des récits alternatifs un petit peu douloureux? Est-ce qu'on est moins dans une époque où les acteurs cherchent à désorienter plutôt? Et est-ce que cette stratégie, pour l'ensemble de ces acteurs, donc politique, économique, réseaux sociaux, médias alternatifs, c'est une stratégie qui est devenue dominante? Vous avez évoqué ça à un moment aussi. Qu'est-ce qui est le plus grave, la désinformation ou la création d'une confusion au niveau de l'information, parce qu'on est dans quelque chose de très... à travers les algorithmes, etc. Agnès Evren a dit, qu'est-ce qui est le plus grave, le mensonge ou les effets polarisants qui vont justement ensuite monter un récit alternatif. Et en parallèle, et je conclurai là-dessus très rapidement, dans votre esprit, à travers le travail que vous menez pour le Grand Continent, par exemple, quels sont les acteurs qui sont les plus performants là-dedans? Les États, j'avais noté voilà, les entreprises de la Silicon Valley, les groupes militants, quels qu'ils soient, les influenceurs. Je voyais par exemple un récit très, très récent, ce qui se passe en Irlande du Nord actuellement.
quand on le déconstruit, c'est exactement ce que vous décrivez en fait. On part d'un phénomène, d'un fait divers dramatique qui ensuite vient agglomérer de nombreux acteurs étrangers directement à l'Irlande du Nord, mais vient mettre en difficulté le gouvernement britannique pour apporter une réponse adaptée à la situation que l'Irlande du Nord connaît actuellement avec les violentes manifestations qui se déroulent. Voilà un petit peu, j'espère que j'ai été assez clair. Oui. Mais enfin, j'espère avoir compris, et vous me relancerez si ce n'est pas le cas. Écoutez, moi je pense que ce qu'il y a d'intéressant, il m'arrive d'en discuter avec, et vous en avez reçu quelques-uns, avec les sujets qui sont en charge justement de combattre la désinformation, les opérations qui viendraient de l'extérieur et de tout ça. Et moi, je suis toujours un interlocuteur assez frustrant pour eux, je pense, parce que j'ai une opinion un peu triste de leur travail, c'est-à-dire que je pense qu'ils font un travail qui est très important, hein, et qui est en soi souvent remarquable, d'ailleurs dans le cas français plus qu'ailleurs, hein. Par rapport aux opérations d'influence et de désinformation qui viennent de l'étranger, il y a quand même ici une infrastructure de défense, disons, qui n'existe pas forcément ailleurs. Mais si on regarde ces opérations, en réalité, on est en mesure de les tracer parce qu'elles sont traçables. Et donc on voit d'où ça vient, comment, où ça se propage, etc. Et donc on peut dire ce sont des opérations qui viennent de Russie, de Chine, de Corée du Nord, d'Iran, de ce que vous voulez, d'acteurs, disons, hostiles qui font des campagnes d'influence. Mais ça, c'est simplement parce qu'on trace la source. En réalité, si on regarde comment ça marche toujours de la même façon, c'est-à-dire on trouve un sujet clivant, n'importe lequel, des vaccins à un fait divers, à ce que vous voulez, le sujet clivant, on pousse les voix les plus extrêmes d'un côté et de l'autre sur le sujet, on ne pousse que les plus extrêmes, on ne pousse pas que ceux avec lesquels on est d'accord, si vous voulez, pour certains de ces régimes qui pourraient avoir sur certains... Non, on pousse tout le monde, hein, mais que les voix les plus clivantes, les plus extrêmes, ceux qui vont générer justement... Et puis, on projette ce clash sur l'opinion publique, disons, générale, avec, encore une fois, cet effet centrifuge dont on parlait. Mais cette opération-là, en 3 stades, si vous voulez, assez facilement identifiable, qui est faite consciemment, délibérément, par des puissances étrangères, par exemple, dans le cas de la France et d'autres pays européens. En réalité, elle ne fait qu'exploiter et que reproduire le fonctionnement normal des plateformes. Et donc, en réalité, c'est exactement le même mécanisme que vont exploiter des sujets à l'intérieur, que vont exploiter des gens qui sont simplement pour gagner de l'argent et pour avoir plus de trafic, Donc, en réalité, c'est toujours le même schéma. Et à la fin, on peut reconduire ça à la façon dont fonctionnent les plateformes, à leurs algorithmes, à leur système, à leurs paramètres et tout. Et c'est pour ça, justement, que face aux influences et aux opérations étrangères, je dis toujours, c'est très bien de les combattre, mais en réalité, le fonctionnement normal de l'écosystème du numérique tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est régulé aujourd'hui, ou non régulé aujourd'hui, produit la même chose. Je ne sais pas si ça répond à votre question, peut-être pas tout à fait, mais... Ouais. Ça va dans le sens aussi. Parce que vous nous avez dit, dans votre propos introductif, que vous n'étiez pas disposé à nous proposer des solutions
Mais c'est vrai qu'en termes d'initiative parlementaire, c'est notre rapporteur et ses conclusions et ses recommandations qui amèneront. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parlementaire, on a parlé des états généraux de l'information qui dressaient et mettaient en évidence des pistes, vous l'avez évoqué. Mais par rapport à ce que vous évoquiez, quelles pourraient être justement, de votre point de vue, à l'initiative de parlementaires, des propositions qui pourraient être construites et proposées pour réguler ces problématiques? Pour aller dans le prolongement de ce que vient de dire mon excellent collègue, en fait, c'est l'enjeu de cette mission. C'est qu'il y a des zones grises, il faut les définir. Aujourd'hui, l'ARCOM contrôle tout ce qu'un journaliste peut dire dans les médias traditionnels. Ouais. Tout est contrôlé, mais au millimètre près. Le problème, c'est que sur les réseaux, entre guillemets, c'est un peu le Far West. Ah ouais. Et comment fait-on ? Et nous, notre objectif, c'est de dire l'information qui doit être partagée aujourd'hui doit être de qualité. Comment fait-on justement pour empêcher qu'une information qui soit de la désinformation soit transmise? Et je le disais encore tout à l'heure, 70% des jeunes aujourd'hui ne regardent l'actualité que sur ChatGPT, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, c'est ça la frontière. Écoutez, moi, malheureusement, j'ai d'ailleurs une maîtrise en droit, mais que j'ai très peu utilisée dans ma vie. Et donc, et ça m'intéresserait beaucoup, d'ailleurs, de comprendre aujourd'hui, dans la répartition actuelle des compétences, ce qui peut être fait au niveau national par rapport à ce qui est fait au niveau européen. Ça, c'est vous. Voilà. Moi, dans la simplicité de ce que j'en comprends, qui n'est pas grand-chose, je pars toujours du propos initial, c'est-à-dire, je pense que l'Europe s'est dotée de lois qui me semblent raisonnables, DSA, le DMA, etc., et qui ne sont pas appliquées ni au niveau européen, ni évidemment dans les pays qui composent l'Union. Plutôt que d'inventer d'autres nouvelles choses pour l'instant, je partirai de l'application de ces lois-là, et je ne sais pas, voilà, de ce point de vue, quelle est face à une des applications au niveau européen, quelles sont les marges au niveau national pour, par contre, le faire. Moi, je partirais de là. Après, il y a sûrement beaucoup d'autres choses à faire. Et encore une fois, il ne s'agit probablement pas d'inventer, de réinventer la roue, mais parmi les solutions qui ont déjà été... Voilà, ce que j'éviterais de faire, c'est ce qu'on fait quand même beaucoup dans ce secteur, c'est qu'on repart à chaque fois dans un long processus pour arriver à dire mais quelle serait la solution, et donc on réunit des experts et on réinvente la roue à chaque fois. Et moi ça me fait toujours peur parce que je pense qu'en plus ça va très vite et que donc le rôle du législateur là n'est pas encore une fois de trouver, en plus ça n'existe pas, hein, la solution parfaite, mais il s'agit de bien cibler parmi les choses qui existent, celles qui, dans votre terrain de compétences, peut vous permettre de produire un impact sur ce sujet en ce moment. Moi, je pars des règles européennes, et plutôt que de convoquer de nouveaux états généraux de l'information, je prendrai les travaux qu'ils ont faits, et je m'interrogerai éventuellement avec certains de leurs auteurs pour savoir s'il y a là des mesures qu'on peut effectivement reprendre et sous la forme de la loi. Mais encore une fois, je suis bien au-delà de mon niveau d'incompétence. On n'a pas encore régulé l'espace numérique que l'intelligence artificielle arrive, qui pose encore d'autres questions. Tout à l'heure, par rapport à la question fondamentale que vous posiez par rapport aux plateformes, comment les définit-on? Est-ce qu'elles sont éditeurs, médias, simples hébergeurs? Elles ont beaucoup joué sur cette ambiguïté. Les IA génératives, en tout cas, c'est encore autre chose, puisque là, elles prennent de l'information, la retraitent,
et fournissent un produit. Est-ce que là, on est clairement sur ce qu'on pourrait appeler des éditeurs, qui veut dire, ce qui signifie aussi d'un point de vue juridique qu'elles ont une responsabilité par rapport aux produits qu'elles livrent, l'information qu'elles donnent. Malheureusement, on est au-delà de l'éditeur, on est sur l'oracle. Alors, comment est-ce qu'on régule des oracles? Et ça, c'est encore un autre sujet, parce que là, on voit bien que ce sont des réponses qui sont produites par ces instruments qui ont une nature oraculaire. Il y a d'ailleurs un très très bon livre qui vient de sortir en anglais qui s'appelle Prophecy d'une universitaire d'Oxford qui s'appelle Carissa Velitz et qui sera traduit en français aussi et qui pose exactement la question en ces termes. Bon, ça c'est. Mais pour répondre à votre question, là aussi, je pense, je vois qu'il y a quand même des réflexions assez opérationnelles sur ces sujets qui avancent. Encore une fois, à Taïwan, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à légiférer sur ça d'une façon qu'il faudrait approfondir et regarder. Le Canada a produit la semaine dernière, je crois, au cours vraiment des derniers jours, une législation sur l'IA qui après il faut faire confiance aux experts, hein. C'est pas tellement la mode, mais c'est quand même on reste un peu sur ça. J'ai ceux qui me semblent compétents en la matière et dont je respecte l'opinion ont plutôt une bonne opinion de ce que vient de faire le gouvernement canadien à ce sujet. Et donc, oui, voilà, il y a des... D'ailleurs, même ce qui a été fait au niveau européen, très fortement critiqué, mais bon, ça reste une référence. Aussi, il y a peut-être des choses à modifier, mais entre-temps, c'est le fruit quand même d'un processus qui, à mon avis, va dans le bon sens et qui d'ailleurs n'est pas du tout le processus qui nous empêche de développer le secteur. Bon, mais ça, c'est peut-être pas le débat d'aujourd'hui. Donc là aussi, je pense qu'il ne faut pas se baisser les bras, hein. C'est encore une fois un enjeu de pouvoir colossal. Mais c'est bien évidemment très lié à tous les sujets dont nous avons parlé jusqu'ici. Avec le côté, parce que en plus, c'est là que évidemment tous ces instruments ne sont pas que des médias, pour la raison évidente qui ne vous a certainement pas échappé, du fait que tous ces instruments-là jouent une fonction de média, hein. C'est la question de la fonction apparente et de la fonction réelle des instruments qui me semble assez fascinante. Si vous permettez une dernière digression, j'ai un peu cette tendance-là, mais c'est un philosophe belge d'ailleurs qui a développé ça, qui s'appelle Michel Hunyadi, et qui en parle de façon très efficace. Vous prenez un marteau, la fonction apparente du marteau coïncide avec sa fonction réelle, hein, c'est enfoncer un clou. Bon, vous voyez, les deux coïncident. Les instruments du numérique, ce n'est jamais le cas. L'instrument du numérique, vous allez sur Google en tant qu'usager, la fonction apparente, c'est de rechercher des informations. Vous allez sur un réseau social, la fonction apparente, c'est d'entrer en contact avec d'autres, véhiculer vos opinions, recevoir, bon, enfin, tout ce que... Vous allez sur n'importe quel instrument ou plateforme numérique, et pour utiliser la fonction apparente, qui est celle à laquelle vous avez accès en tant qu'usager de cet instrument. Mais la fonction réelle de tous ces instruments, qui est à la base de leur modèle économique, est la collection de données. Donc, au contraire de ce qui se produit pour un marteau, la fonction apparente, qui est une fonction plutôt de médias ou de recherche ou de n'importe quoi, et la fonction réelle, qui n'est que la collection de données,
n'est pas la même. Hein, et vous n'avez accès qu'à la fonction apparente, bon, en ligne générale. La fonction apparente vous donne du pouvoir, et donne du pouvoir à l'usager. Hein, on lui donne l'impression d'avoir du pouvoir. Il y a du contrôle, mais la fonction réelle, elle concentre du pouvoir en très très peu de lieux, hein, et de moins en moins de lieux. Évidemment, l'intelligence artificielle est l'aboutissement, le dernier stade auquel nous sommes arrivés pour l'instant, de ce processus-là. Et donc, vous avez une fonction apparente qui devient celle de vous donner réponse à n'importe quoi, et une fonction réelle de concentration du pouvoir qui est monstrueuse. Agnès ? Merci beaucoup, M. Nampoli, pour ces réponses. Ça nous plonge dans des réflexions. On pourrait prolonger la discussion et le débat, mais en tout cas, merci beaucoup merci à vous. De ces éléments de réflexion qui montrent aussi toute la complexité de ces innovations auxquelles nous sommes confrontés. Et puis ici, du rôle que nous devons essayer d'avoir, d'essayer de déterminer des règles, ou en tout cas dans quel cadre ces technologies peuvent continuer de se développer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.